Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents sur cette session. J'espère que vous avez passé une excellente journée au SIDO. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, Charles et moi. C'est le sujet de l'intelligence artificielle socialement responsable. Alors si vous connaissez les modèles d'intelligence artificielle, vous devez savoir que pour créer ces modèles, il faut de la donnée, collecter des données. Et que avant de pouvoir entraîner, faire l'apprentissage de ces modèles, il faut nettoyer, préparer toutes ces données. En l'occurrence, si on parle de modèles de computer vision, de reconnaissance visuelle, des modèles qui font du traitement naturel du langage, on a besoin d'annoter, de labelliser ces données avant de pouvoir passer au stade suivant d'entraînement, d'apprentissage des données. Et bien justement, c'est ce qu'Isaït... c'est l'idée qu'a eu Isaït, en fait, c'est de créer cette plateforme de labellisation en proposant donc, à des femmes qui vivent dans des pays socialement et économiquement défavorisés, en leur proposant de prendre toutes ces tâches, ce qui sont souvent chronophages, de labellisation. On va développer tous ces concepts aujourd'hui avec vous. On va vous montrer ce qu'Isaït fait dans ce domaine-là, ce qu'IBM fait pour les accompagner, en particulier autour de cas d'usage dans l'industrie 4.0. Charles, tu te présentes ? Ça marche. Merci beaucoup Fabrice pour l'introduction. Donc, Charles Morizot, je suis en charge donc, des équipes marketing et commerciales chez Isaït, que j'ai rejoint il y a un peu plus de 2 ans et demi, donc une plateforme de data labeling. Et Fabrice Leroy, je suis ingénieur solution chez IBM, spécialisé sur les problématiques de maintenance et d'analyse de données autour de la maintenance. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a découpé notre présentation en quatre grands thèmes. On va se présenter un petit peu, ça va être rapide, on vous rassure. Et puis, donc on va faire un deep dive sur des solutions logicielles qui permettent d'optimiser les opérations de maintenance, en particulier à l'aide d'inspection visuelle. Charles vous présentera ensuite la démarche à suivre pour réussir un projet de labellisation avec les différents steps. Et puis, on abordera également, donc au travers de tout ça, notre alliance, notre partenariat, avec une démo qui présente le résultat de notre travail, encore une fois, dans le cadre d'un projet d'inspection visuelle. Alors, IBM, qu'est-ce que c'est qu'IBM ? Je ne sais pas si vous connaissez la boîte. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une boîte qui a plus de 100 ans d'existence, 110 ans exactement. Et je dirais que le secret de sa longévité, ça repose dans l'innovation, dans le focus sur l'innovation. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais IBM, c'est le premier dépositaire de brevets au monde. Tous les jours, il y a 25 brevets qui sont déposés par des IBMers. Et c'est vraiment le fer de lance d'IBM, en fait. C'est la recherche, l'innovation, en particulier en ce moment, autour de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle. Et j'aurai l'occasion d'en reparler, bien sûr, de l'intelligence artificielle. C'est aussi d'ailleurs le thème du jour. Mais sachez qu'IBM met énormément d'énergie dans l'intelligence artificielle. Ça fait déjà quelques années, quelques décennies qu'on est focalisé sur cette problématique-là. Côté Isaït, Isaït, c'est 2 choses. C'est une solution business et en fait un projet social. La solution business, c'est une plateforme de labellisation de données pour les applications IA, à titre indicatif, qui est familiarisée avec la notion de data labeling dans la salle. Très peu de personnes. 4 personnes. Bon, on va expliquer un petit peu. L'idée, juste rapidement, du data labeling, une équipe de data science qui développe un algorithme de machine learning, en général sur des modèles supervisés, sur des technologies de type NLP ou computer vision. Il y a un travail en amont à faire qui est d'annoter, labelliser ces données. Littéralement, c'est prendre par exemple un texte, l'annoter, identifier les parties qu'on souhaite reconnaître et y attribuer un label. On fait exactement la même chose sur la partie images et vidéos. Cas d'usage très connu sur tout ce qui est technologie pour les voitures autonomes. On vient annoter, donc identifier les différents éléments sur la voirie. Les voitures, les piétons, les cyclistes, les arbres, la végétation, pour permettre à un véhicule autonome de se géolocaliser dans cet espace.
Et ben en fait, nous, Isaït, l'entraînement de données, c'est des milliers, voire des millions de données qu'il faut labelliser avec une force de travail humaine au début, pour ce qu'on appelle constituer le ground truth. Et ben en fait, c'est ce qu'on propose Isaït, c'est une solution qui permet d'envoyer des données sur une plateforme. On plug une force de travail avec une approche service et on vient labelliser ces données pour vous. Et la petite particularité, et la grosse particularité aussi, c'est qu'on a une mission derrière tout ça. On a une mission sociale. Sociale, en fait, l'objectif, c'est de se dire, c'est de promouvoir en fait l'inclusion sociale grâce à l'innovation technologique. Toutes ces tâches digitales qui sont en général très répétitives et chronophages, qui prennent de quelques secondes à quelques minutes, donc ces tâches de labellisation, on les transforme en opportunités de travail pour des communautés de femmes issues de pays émergents. Et donc, en fait, par le travail, on va les aider à financer soit un projet entrepreneurial, soit un projet d'études, obligatoirement. L'idée, c'est vraiment de leur donner un énorme boost financier pour qu'elles puissent réaliser leur projet. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en même temps, les aider aussi dans leur démarche professionnelle, l'insertion professionnelle, en leur permettant de développer des réelles compétences digitales grâce à une Digital Academy. C'est un recueil de formation avec nos partenaires qui nous permet de les aider à se familiariser sur des compétences précises. Comment écrire un LinkedIn, c'est peut-être quelque chose qui est inné pour nous aujourd'hui, mais en fait, pour beaucoup de communautés, écrire un LinkedIn, préparer un LinkedIn, écrire un CV, faire du Photoshop, toutes ces formations digitales qui peuvent être du soft skills comme du hard skills, c'est pas donné à tout le monde. Et nous, c'est là où on essaye d'intervenir, c'est de leur donner toutes les armes, aussi bien financières pour pouvoir réaliser leurs projets, que académiques et digitales en termes de formation pour la bonne réalisation de ce projet. Et je laisse la parole à Fabrice. Merci, qui va vous introduire Maximo. Oui, donc je vous parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, hein, l'intérêt d'IBM pour cette technologie. L'idée, c'est que voilà, qu'on puisse aussi utiliser l'intelligence artificielle dans tous les logiciels qu'on va pouvoir fournir, proposer à nos clients. En l'occurrence, c'est ce que vous voyez à l'écran, Maximo Application Suite. Qu'est-ce que c'est? C'est une suite de maintenance digitale, donc pour destiner aux opérateurs de maintenance, aux responsables industriels, aux responsables de flotte, qui sont responsables donc d'un certain nombre d'actifs, d'équipements. Et donc, on a donc infusé cette intelligence artificielle dans ces différents outils, autour de la maintenance. Donc, le premier outil, Manage, ce qu'on appelle Manage, c'est vraiment pour la gestion de la maintenance. Ça nous permet donc de suivre au jour le jour la maintenance des différents actifs, assets référencés. En l'occurrence, vous allez pouvoir donc faire des demandes d'intervention, planifier ces interventions, bref, tout ce qui est en relation avec le planning, la planification de ces interventions. Une fois que l'intervention est effectuée, excusez-moi. Parce que je voulais juste expliquer un petit peu les différents types de maintenance qui sont donc gérés par nos solutions. Hein. La maintenance la plus simple, la plus basique, c'est la maintenance corrective ou curative. C'est-à-dire qu'on va attendre finalement que le composant soit dégradé ou soit en défaut avant de le changer, comme une ampoule par exemple. Hein. Ensuite, il y a la maintenance préventive. C'est ce que vous connaissez tous, c'est ce qui est le plus courant. C'est-à-dire qu'on va faire des passages réguliers pour entretenir un équipement en particulier, hein, comme quand vous allez chez Garagiste pour faire l'entretien de votre voiture. Ensuite, on va commencer à s'intéresser, à mettre un peu d'intelligence dans tout ça, avec la maintenance conditionnelle. Maintenance conditionnelle parce qu'elle est basée sur un certain nombre de règles, des règles qui proviennent en général de données qui sont remontées par les équipements. Et c'est là où on commence à parler finalement d'analyse de données, hein, l'intelligence artificielle, mais en tout cas pas nécessairement d'intelligence artificielle à ce niveau-là, mais d'analyse de données qui est à partir des données remontées par ces différents équipements. Et puis enfin la maintenance prédictive ou maintenance prévisionnelle, hein, qui là s'appuie sur des algorithmes de machine learning pour anticiper les pannes. Donc on va gérer tous ces différents types de pannes, ces différents types de maintenance au travers de ces outils-là. Donc une fois qu'on a donc, notre gestionnaire Manage en place, on va vouloir collecter ces fameuses données pour pouvoir les analyser ensuite. Donc la première étape, ça va être ça, donc ici avec Connected Monitor, un agrégateur de données si vous voulez. Et puis cet agrégateur va vous permettre également d'avoir un premier niveau d'analyse de données. Un exemple d'utilisation de Monitor, c'est le port de Rotterdam, qui voit
qui voit arriver environ 150 000 bateaux tous les ans. Et donc, il doit gérer toute cette masse, on va dire, de bateaux. Et donc, l'idée, c'est à partir de capteurs qui sont placés judicieusement dans le port, on va pouvoir suivre, optimiser aussi les allées et venues de ces bateaux. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est à partir de la donnée. Donc là, on va forcer la collecte de données à partir de capteurs connectés, enfin des capteurs IoT, pour ensuite les analyser. Alors, une fois qu'on a un premier niveau d'analyse, ce qu'on va vouloir faire, c'est du suivi de la santé des équipements. D'accord, suivi de la santé des équipements. Donc, je parlais tout à l'heure de maintenance conditionnelle, c'est plus ou moins ça. C'est-à-dire que j'ai un premier niveau d'analyse, je vais me baser sur les données qui sont dans ma GMAO, donc des informations sur mes équipements, l'âge des équipements, les coûts engendrés par la maintenance de ces équipements, ainsi que les données remontées par les différents capteurs, les différents équipements, etc. Et tout ça, ça va me permettre de créer un score entre 0 et 100, qui va me permettre par la suite de prioriser un certain nombre d'actions pour décider si je dois aller en urgence, intervenir sur tel ou tel équipement. Et un cran au-dessus, en termes de maintenance, je vais faire de la maintenance prédictive avec l'outil Predict, qui va utiliser les données remontées par tous les systèmes en amont. Et donc là, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer à parler certainement de machine learning, peut-être d'intelligence artificielle aussi, avec des modèles appropriés pour faire de l'anticipation de panne à partir de l'analyse de données. Un exemple de maintenance prédictive, c'est Kone, qui a implémenté la maintenance prédictive, les solutions de maintenance prédictive d'IBM. Donc Kone, ils font des ascenseurs, des escalators. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un nouveau business en fait, de maintenance premium pour leurs clients, mais aussi pour leurs concurrents, qui consiste en fait à, vous le voyez à l'écran, en fait, ils ont une petite boîte, ils ont développé une petite boîte qui remonte environ 200 paramètres qui sont utilisés pour analyser les données, pour par la suite donc faire de l'anticipation de panne. Donc on voit les informations, la lumière, l'ouverture ou fermeture de panne, le niveau de bruit, tout ça, c'est utilisé, c'est analysé en temps réel. Et ils envoient tout ça dans la moulinette de maintenance prédictive des solutions d'IBM. Et à la fin, ils ont des notifications lorsqu'il faut intervenir en avance de phase sur tel ou tel ascenseur pour éviter les pannes. Alors, Assist, on parle aussi d'intelligence artificielle ici, mais sur des données non structurées, puisqu'il s'agit d'assister le technicien ici. On assiste le technicien en lui fournissant un aide, comme vous le voyez à l'écran. Via une appli mobile, on va pouvoir l'assister dans la résolution d'un problème particulier lorsqu'il est sur l'équipement. La chose qu'il est possible de faire également dans Assist, c'est sur l'écran de droite, se faire assister par un expert de l'outil, par un spécialiste en peer-to-peer, par réalité augmentée, donc directement sur l'équipement. Et puis d'autres outils, Safety, qui s'assure de la sécurité des techniciens en les équipant de capteurs, de wearables. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà savoir où est-ce qu'ils sont situés sur une zone à danger, et puis également s'assurer que s'il y a une chute, s'il y a une baisse aussi du rythme cardiaque, le superviseur, qui peut le voir au travers de son dashboard, en est immédiatement informé. Et puis voilà, puis là, le dernier module de la suite, c'est Visual Inspection, sur lequel on va passer un peu plus de temps, et qui consiste donc à automatiser un certain nombre de tâches qui sont aujourd'hui encore répétitives et manuelles, qui consistent à prendre des photos ou des vidéos pour ensuite essayer de trouver d'éventuels défauts ou dysfonctionnements sur les équipements, sur les produits finis, tout dépend les types de problématiques, mais on va pouvoir gérer tout ça dans Maximo Visual Inspection. Donc c'est une solution qui est vraiment de bout en bout, qui va gérer d'une part la collecte des données, dans lequel on va pouvoir faire l'annotation, la labellisation dont on parlait tout à l'heure et sur lequel Charles va revenir. Donc ça permet également de faire cette partie-là. Mais bien sûr, Charles va développer toute cette partie labellisation qui est intéressante, qui est assez riche en fait. Et une fois qu'on a fait cette préparation des données,
eh ben, on a accès à une interface pour accomplir l'apprentissage de ces modèles de reconnaissance d'objets ou autres. En fait, il y a plusieurs types de modèles de détection de visuels. Et puis, donc une fois qu'on a fait ces parties-là, la collecte des données, l'entraînement, on va pouvoir les déployer, ces modèles, soit localement au plus proche du problème en edge, soit sur une appli mobile qui est fournie également dans l'outil. Hein. Donc une solution de bout en bout pour gérer des problématiques d'inspection visuelle, pour automatiser tous ces process qui sont aujourd'hui coûteux et manuels principalement. Alors je voulais vous passer un petit peu de temps aussi à vous présenter 2 cas d'usage très rapidement, hein, sur ce qu'on fait nous en matière d'inspection visuelle chez IBM. Hein. Le premier chez notre client qui s'appelle Sund&Bælt, un client danois qui gère des infrastructures, en particulier des ponts. Vous allez voir des ponts assez impressionnants. Hein. Et donc l'idée, c'est qu'ils utilisent en fait des drones pour inspecter la structure de ces ponts, en l'occurrence faire de la recherche de rouille et de différents types de points de fissures, etc. sur le pont. Le deuxième cas d'usage, c'est dans un cas ferroviaire, où vous allez voir qu'en fait, ils utilisent l'inspection visuelle sans même faire arrêter les trains. Ils sont capables, à partir d'un portique qui est installé, de prendre des photos et des vidéos lorsque le train passe et de détecter ainsi des pannes, des défauts sur les différents wagons. On se retrouve tout de suite. Hein. Ça va durer à peu près 2 minutes. Pour tout un chacun, un pont semble être permanent, solide et à l'épreuve du temps et des intempéries. Mais ce n'est pas le cas. Les ponts sont des ouvrages d'art particulièrement complexes à maintenir. Si le pont n'est pas inspecté et maintenu correctement, de graves accidents peuvent survenir. Sund&Bælt est responsable de la sécurité et du maintien en condition opérationnelle de la liaison du Grand Belt au Danemark, un pont en suspension de plus de 18 km. Ce pont traverse la mer et est particulièrement exposé aux chlorures qui pénètrent et endommagent le béton. Il faut donc régulièrement inspecter l'ensemble du pont pour détecter les signes de rouille sur la structure. Jusqu'à présent, ils embauchaient des alpinistes pour faire ce travail long, dangereux et fastidieux d'inspection de la structure du pont. Sund&Bælt travaille maintenant avec IBM sur des méthodes innovantes d'inspection utilisant des drones. La caméra est placée sur le drone et prend des vidéos envoyées en temps réel vers Maximo Visual Inspection qui détecte les caractéristiques de la structure du pont et qui identifie les points de rouille et les fissures qui posent problème. Grâce à Maximo Visual Inspection, parcourir un pont prend à présent 1 jour au lieu de 1 mois auparavant. Les inspections sont plus fiables, moins dangereuses et beaucoup moins coûteuses. Voilà pour la première. Et la deuxième sur les trains. Le Canadien National, ou CN, est l'une des plus grandes compagnies de chemin de fer du Canada, spécialisée dans le transport de marchandises. Le succès du transport ferroviaire dépend fortement de la ponctualité du réseau. L'objectif de CN est d'exploiter un réseau prévisible, fiable et sécurisé. Les équipes d'IBM ont développé une plateforme analytique innovante basée sur la technologie Edge et qui détecte les défauts sur les wagons lorsque les trains traversent les portiques et tunnels équipés de caméras. Tout ceci est réalisé alors que les trains traversent les portiques sans ralentir leur vitesse. Il suffit de quelques minutes au modèle construit avec Maximo Visual Inspection pour analyser les images prises et alerter le centre de contrôle de CN lorsque des défauts sérieux sont détectés sur les wagons. Les demandes d'intervention sont ensuite créées et les trains sont alors envoyés vers la gare de triage la plus proche pour être inspectés et réparés. Grâce à Maximo Visual Inspection, CN peut à présent ordonner et prioriser les inspections dans les gares de triage, améliorer la sécurité ainsi que la fluidité de leur réseau d'approvisionnement. Donc voilà pour ces références. Alors maintenant, si on revient sur notre partenariat, hein. Donc je vous ai expliqué à quel point IBM était impliqué dans le développement de l'intelligence artificielle, mais pas n'importe quel type d'intelligence artificielle, ou pas l'intelligence artificielle à tout prix. L'idée, c'est vraiment, et surtout dans les dernières années, on a vu des développements ou des pressions pour faire en sorte, en interne, hein, chez IBM, pour faire en sorte qu'on ait une IA plus juste, hein, le terme de fairness, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui consiste justement à réduire les biais. Et ben, c'est dans ce contexte-là en fait, qu'on a cherché aussi à valoriser notre travail autour de l'intelligence artificielle et qu'on a rencontré Isaït et qu'on se retrouve en fait finalement autour des mêmes valeurs, hein, autour d'une IA qui est éthique, qui est responsable, qui est inclusive, avec le modèle proposé par Isaït.
Et alors, si on reprend concrètement un projet d'inspection visuelle, hein, on va retrouver la solution logicielle, l'offre, le service, les solutions autour de la labellisation et éventuellement des intégrateurs qui vont venir implémenter ces solutions chez vous, la connectivité des caméras, hein, les capteurs IoT dont j'ai parlé, et éventuellement des réseaux locaux pour faire marcher tout ça. Charles va maintenant vous expliquer un peu plus comment est-ce que justement toute cette partie labellisation fonctionne. Je vais juste faire un petit retour sur l'IA inclusive et socialement responsable. IBM, depuis déjà quelques années, en fait, développe des modèles d'intelligence artificielle dont la finalité est socialement responsable. Et en fait, en échangeant avec les équipes d'IBM, on s'est rendu compte d'une chose. Alors nous, on l'avait un petit peu compris avant chez Isaïd, c'était de se dire, on peut avoir un impact sur la finalité de nos algorithmes, mais on peut aussi avoir un deuxième impact qui va être sur la façon dont on va entraîner notre algorithme. Et là, on peut générer énormément d'impact. Donc l'idée, c'est qu'on a essayé de voir ensemble sur quel projet en fait on pouvait se rejoindre pour pouvoir créer un deuxième impact social. L'idée en fait aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu Isaïd, ce qu'on fait, mais de façon en fait indirecte. C'est plus de vous présenter en fait la notion de labellisation. Qu'est-ce que c'est un projet de labellisation? Pour certains, c'est quelque chose de connu. Pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau. De plus en plus, on entraîne des algorithmes qui ont vocation à utiliser des données qui sont donc qu'on appelle étiquetées, labellisées, annotées. Et en fait, on voit en fait une montée en puissance de la demande de données labellisées. Et donc aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de vous faire un retour. Ça fait à peu près 7 ans que je travaille dans le domaine de la labellisation. C'est une industrie qui a pas plus de 10 ans, c'est assez récent. Il y a eu des billets qui ont été créés dans cette industrie parce que aujourd'hui, c'est des tâches qui prennent en fait très peu de temps. C'est des tâches qui demandent souvent pas de compétences particulières. Vous l'avez vu, la notation sur des ponts de détection de petites phases de fissures, par exemple, c'est quelque chose qui est en fait à la portée de tout le monde. Et donc, on utilise aujourd'hui principalement les communautés de personnes dans les pays en fait émergents pour profiter d'une manœuvre bon marché. Certaines personnes sont payées moins de 5 centimes d'euros de l'heure pour effectuer ce genre de travail. Nous, on s'est dit, on peut changer le game et en fait, on peut transformer ça en réelle opportunité pour ces communautés de personnes. Et on a décidé d'aider en priorité les femmes. Pourquoi? On est parti d'un constat assez simple. Il y a un peu plus de 2 milliards de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté aujourd'hui dans le monde. Sur ces 2 milliards de personnes, 70% sont des femmes. Et l'idée, c'est de rééquilibrer un peu tout ça et d'aider en priorité ces femmes dans un premier temps. Et si un jour on arrive à rééquilibrer ça juste au niveau d'Isaïd, on essaiera aussi d'aider d'autres personnes. La labellisation de données aujourd'hui, c'est 2 choses. On va l'analyser en fonction de la typologie du projet. Est-ce qu'on parle d'un projet one-off, donc ponctuel? On a besoin de labelliser un set de données et votre algorithme il est prêt? Ou est-ce qu'on a besoin d'entraîner, labelliser des données de façon continue? Dépendamment de la typologie du projet, dépendamment aussi de la typologie de la technologie. Donc est-ce qu'on parle d'une technologie de computer vision, de NLP ou de voice recognition et la finalité de celle-ci? On va avoir besoin de s'encadrer différents types de solutions. Ça va être toute la partie plateforme d'annotation. La plateforme d'annotation, on pourrait croire que c'est l'élément clé dans l'annotation. En fait, pas du tout. La plateforme d'annotation, c'est juste un outil pour annoter et pour contrôler en fait la qualité des annotations qui est primordiale. L'aspect le plus important, en fait, c'est la partie workforce. Qui va être ces personnes qui vont travailler sur vos algorithmes? Et en fait, dépendamment de qui va travailler sur votre algorithme, vous allez voir, si vous choisissez mal les contributeurs, vous allez introduire des biais dans vos algorithmes. Et nous, c'est ce qu'on essaye en fait de résoudre chez Isaïd, c'est de capitaliser sur cette diversité des personnes qui travaillent sur notre plateforme. Ils viennent d'un peu plus de 39 pays différents, avec des backgrounds culturels différents, pour justement éviter la création de biais au niveau du groupe. Donc on peut appeler des biais de groupe comme des biais aussi individuels. J'y reviendrai par la suite. Et enfin, l'approche service. Un projet de labellisation, certains projets d'annotation, c'est quelques centaines d'heures de travail. C'est facile, ça se fait assez simplement. On fait appel à des ressources internes. D'autres projets de labellisation, c'est des dizaines de milliers d'heures de travail, voire des centaines de milliers d'heures de travail. Alors, nous, on travaille sur les sujets avec IBM. Un cas qui va peut-être un autre exemple qui va peut-être vous parler, l'automatisation du passage en caisse chez Sodexo à la cantine pour reconnaître les différents éléments, c'est 30 000 heures quasiment de travail humain. Hors de question de le faire en interne ou par des équipes spécialisées. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche une solution alternative. Donc, une plateforme pour annoter, une force de travail pour pouvoir annoter les différents plats, et après, un service aussi pour pouvoir gérer toute cette force de travail. Le choix de la force de travail est très important aujourd'hui, et nous, c'est ce sur quoi on essaye de travailler. Il a un objectif qui est très précis, c'est de réduire les biais. Les biais dans les algorithmes, IBM les connaît bien parce qu'ils développent des algorithmes qui viennent identifier les biais
dans leurs propres algorithmes. Mais nous aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est en amont d'essayer de les réduire. Et pour ça, les réduire, c'est assez simple. Il y a une action qui est toute simple, c'est d'identifier la bonne personne sur le bon projet. Un projet avec L'Oréal, on fait la diagnostic de peau sur des visages asiatiques. Si vous faites travailler des personnes en Afrique, vous allez voir que ça va être relativement compliqué, vous allez introduire des biais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait travailler des personnes qui en fait, ont la même peau, qui vont être capables de spotter les mêmes problèmes. Donc ça, c'est une façon, en fait, en étudiant le background culturel des personnes, en fonction de la typologie du projet, on va attribuer les bons contributeurs. Il y a aussi un background culturel. Les voitures autonomes, aujourd'hui, faites labelliser en Inde, demandez à des Indiens de labelliser notre code de la route en France. Vous introduisez des biais. Ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner. Ce n'est pas du tout la même signalisation. Ils ont beau connaître les règles générales, vous allez introduire des biais parce que des pointillés ne veut pas forcément dire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une force de travail qui est familiarisée avec le code de la route français pour éviter d'introduire des biais. On peut aussi jouer sur la même chose sur les backgrounds, sur le background, sur les études et sur les professionnels et aussi scolaires. On fait des sujets, par exemple, de reconnaissance sur aussi diagnostic de peau, mais avec des dermatologues. Si vous faites intervenir des personnes qui ne sont pas spécialisées, en fait, vous pouvez aussi introduire des biais. Donc, on va chercher la bonne compétence pour le bon projet à chaque fois. Et enfin, il y a un dernier point. Donc, en fait, là, on a essayé de réduire les biais de groupe. C'est quand j'ai besoin d'une force de travail massive. Je vais réduire les biais de groupe en choisissant, on va dire un peu vulgairement, la typologie des personnes qui doivent bosser sur ce projet. Après, je peux réduire les biais en fait, au niveau individuel. Donc, c'est les deux types de biais qu'on a aujourd'hui dans les algorithmes quand on fait du data labeling. Réduire les biais individuels, c'est quoi? C'est s'assurer que chaque personne ait la même compréhension d'une tâche. La tâche de data labeling, c'est une tâche qui peut être excessivement subjective et on a des edge cases, donc des cas particuliers qui sont nombreux. Donc l'idée, c'est de se dire, en fait, cette notion de subjectivité, c'est de pouvoir la contrôler, tout comme les edge cases, les cas particuliers, de pouvoir les faire remonter pour que tout le monde en ait connaissance. À partir du moment où vous contrôlez votre subjectivité de la tâche et vous êtes capable de remonter tous les edge cases et les partager avec l'ensemble des contributeurs, vous évitez d'introduire des biais au niveau individuel. Et nous, c'est sous ce schéma qu'on essaye de travailler chez Isaït, avec la priorité, c'est de mettre l'accent sur notre force de travail pour pouvoir les former au projet, mais aussi éviter l'introduction de biais. Troisième chose très importante aujourd'hui, on l'a vu, nous aujourd'hui, vous ne serez peut-être pas surpris si je vous le dis, ou peut-être le seront, 80% des phases des projets d'IA en fait, restent au stade du POC. 20% vont au modèle production. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il y a une finalité business à aller chercher, mais il y a aussi des moyens derrière. Et en fait, la phase de POC aujourd'hui, quand on développe un projet d'IA, c'est une phase de réflexion qui est continue et qui ne s'arrête jamais. L'idée en fait d'Isaït, la façon dont on travaille, c'est qu'on travaille avec on va dire une approche agile. Bon, c'est très start-up, mais l'idée c'est le test and learn, qui est de se dire personne ne sait au tout début quand il développe un algorithme quel type d'annotation j'ai besoin, quelle est la nature, comment je vais annoter et quelles vont être les consignes. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc nous, ce qu'on essaye de faire avec nos clients, c'est des phases d'itération. On essaye sur un sample, on annote, on les pousse dans l'algorithme, on entraîne l'algorithme, on voit comment l'algorithme réagit, comment il se comporte, et à partir de là, si on a un ROI qui est positif, on continue sur un modèle en production. A contrario, si le ROI n'est pas suffisant, on identifie un autre process. Quand je parle de process, annotation, on peut soit faire annoter une tâche avec des guidelines, on peut changer les guidelines, on peut utiliser le consensus. Dans la labellisation, il n'y a pas forcément de vérité universelle absolue, donc ce n'est pas binaire, 0 ou 1, oui ou non. De temps en temps, on fait des consensus sur des tâches. On a plus de 25 personnes qui répondent à la même question pour définir en fait, une vérité moyenne. Et ben, c'est toute cette typologie en fait, d'agilité qu'on essaie de mettre en œuvre avec Isaït. Et le dernier point, si vous avez un sujet de labellisation, une aussi, ce que j'expliquais, c'est la qualité du service, c'est que vous devez avoir un partenaire qui est expert en formation. La labellisation, à la base, c'est quoi? C'est la formation. C'est d'être capable de comprendre les besoins d'annotation d'un client, d'une seule personne, d'une entreprise, d'une équipe, et pouvoir en fait après dispenser cette formation à des dizaines, centaines ou voire milliers de contributeurs, et par différents canaux. Et donc ça, c'est l'idée autour duquel on travaille chez Isaït à nouveau, c'est de se dire comment bien dispenser cette formation pour que tout le monde ait la même information et qu'on évite aussi la rétention d'informations sur tout ce qui est partie edge case, cas particuliers et cas compliqués. Le choix de l'éthique, il est assez simple. Alors, il nous manque une petite image, mais c'est pas très... Ah, ok, d'accord. Le choix de l'éthique, il est assez simple. Donc, nous, on a tendance à dire, en fait, chez Isaït, à la solution business, ça s'adosse un projet social. Réellement, ce qui s'est passé, c'est le projet social qui est né, la solution business qui est arrivée par la suite. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, aujourd'hui, vous avez 6 000 images à annoter. Grosso modo, ça peut représenter une centaine d'heures de travail.
100 heures de travail aujourd'hui sur notre plateforme. Ça représente un salaire quasiment de 300 € par mois pour nos contributeurs. Et pour la majorité des pays dans lesquels on est implanté, donc dans plus de 39 pays dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie du Sud-Est, et en Asie du Sud-Est aussi dans quelques pays d'Europe, ça peut représenter en fait sur un mois frais de scolarité pour 2 enfants en bas âge. C'est aussi le loyer pour une famille de 4 personnes, c'est la nourriture pour 4 personnes, c'est Internet. C'est un salaire minimum. Le salaire minimum local dans ces pays, il est autour des 66 € par mois sur un temps plein. Nous, quasiment sur un temps partiel, presque un temps partiel, on fournit quasiment 300 €. Et alors, certains vont nous dire qu'on fait du dumping social. Nous, non, notre objectif, c'est juste pendant 2 ans, on leur donne un énorme boost financier. Et derrière, ces femmes sont capables de s'émanciper et en fait travailler, trouver un boulot et s'épanouir. L'idée, on va vous mettre un petit peu en lumière ce qu'on a fait en fait avec IBM depuis ces 18 derniers mois. Et en fait, alors bien sûr, la relation est née d'une complémentarité, déjà d'un partage des valeurs et d'un objectif de créer de l'impact social, de doubler cet impact social. Mais en fait, il y a aussi une complémentarité aussi au niveau de la solution. La solution, pourquoi? Parce qu'en fait, sur tous les modèles qui ont été développés par Maximo Assist, dès qu'il y a le déploiement d'une nouvelle solution chez un client, le cas d'usage, il n'est pas forcément le même. Donc on a besoin de réentraîner ces modèles. Réentraîner ces modèles, c'est relabelliser les données d'un nouveau client. Et donc on va intervenir avec Maximo dans ce cadre, donc pour pouvoir affiner les modèles de Maximo afin qu'ils délivrent le ROI le plus élevé possible. 2, on s'est complètement intégré dans la suite Maximo. Quand on dit on s'est complètement intégré, non pas au niveau outil, mais plutôt au niveau service. Ça veut dire qu'on a travaillé directement avec les équipes de Maximo pour que notre force de travail travaille à note directement depuis la suite Maximo. Ce qui fait que vos données restent chez Maximo, vous n'avez pas besoin besoin de savoir où sont vos données, si elles sont parties chez un autre fournisseur, tout est centralisé au niveau de Maximo. Enfin, c'est une solution aussi qui s'adapte à tous les cas d'usage. On en a évoqué pas mal sur la typologie de reconnaissance, mais dans la maintenance prédictive, il y a aussi différentes typologies de projets. Et nous, on doit être capable de sourcer la bonne force de travail qui est spécialisée sur un sujet donné pour pouvoir labelliser ces données. Et enfin, comme on l'a dit, c'est socialement responsable. C'est les valeurs qui nous unissent qui nous unissent aujourd'hui, avec l'objectif final, c'est de proposer, enfin, IBM de proposer une solution unique pour ses clients de Visual Inspection. Merci Charles. Donc on va terminer avec la présentation donc, du résultat de nos efforts communs, en fait, hein, cette démo qu'on a mis en place autour d'une remplisseuse industrielle. Et donc l'idée, c'était d'être capable d'identifier visuellement des défauts sur une remplisseuse industrielle. Et on a donc 3 points de contrôle. Hein. Vous savez, vous imaginez, vous voyez un petit peu la machine. Hein. Il peut y avoir tout un tas de composants sur une machine comme celle-ci. Et donc là, on a choisi 3 points de contrôle. Les vis, vous pouvez voir ici. Hein. D'abord le branchement du câble réseau, hein, RJ45, voir s'il est bien dans sa fiche ou pas. L'identification des vis sur le tableau principal, compter le nombre de vis et s'assurer que chaque vis est au bon endroit. Et puis l'inclinaison de la caméra optique. Hein, si la caméra optique, comme vous pouvez l'imaginer, elle n'est pas bien alignée ou alignée correctement, elle ne va pas pouvoir détecter si la bouteille est remplie ou pas. En fait, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir également faire ce type de détection. Hein, détection d'anomalies comme une vis qui manque, mais également une détection, une validation du bon fonctionnement de la machine également. Hein. Donc on va vous présenter tout ça tout de suite sur cette petite vidéo qui récapitule tout ça. En ouvrant l'appli Maximo Visual Inspection, on retrouve 3 inspections correspondant à nos 3 cas d'usage. On commence par la vérification des vis. Dès que je commence l'inspection, la caméra du smartphone se met en marche. Je me positionne devant l'embouteilleuse de manière à visualiser le plateau principal. J'appuie ensuite sur le bouton du bas pour prendre la photo. Immédiatement, l'appli me renvoie la localisation de chaque vis. Par la suite, l'appli va pouvoir nous indiquer le nombre de vis détectées sur le plateau et envoyer une alerte par SMS ou email si le nombre attendu n'y est pas. On aurait également très bien pu tout aussi facilement créer un modèle qui détecte les vis manquantes. On passe maintenant à la deuxième inspection qui consiste à vérifier l'inclinaison de la caméra optique. Le haut de la caméra doit être incliné légèrement vers la droite pour qu'elle soit alignée correctement et puisse détecter les bouteilles, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'elle est penchée vers la gauche. On démarre donc l'inspection et la solution reconnaît immédiatement la caméra
sa mauvaise inclinaison avec une probabilité de plus de 99%, connecteur KO. On incline à présent la caméra optique correctement. Et ici, l'appli mobile identifie que la caméra est inclinée dans le bon sens en renvoyant une valeur de confiance encore une fois supérieure à 99%, cette fois avec le libellé connecteur OK. La dernière inspection consiste à vérifier le branchement du câble au réseau dans la prise RJ45. Ce câble doit être connecté correctement pour que la remplisseuse puisse fonctionner. On commence donc l'inspection en ayant débranché au préalable le câble. Le modèle d'inspection visuelle reconnaît immédiatement le mauvais branchement, avec une très forte confiance de 99%. On recommence l'inspection après avoir rebranché le câble dans la prise. On démarre l'inspection, on s'approche une nouvelle fois de la remplisseuse, et le modèle valide cette fois-ci le bon branchement avec une confiance supérieure à 94%. Donc voilà pour cette petite vidéo. Juste préciser que là, sur ce cas d'usage, on a travaillé donc avec Isait. Et là, on avait à peu près, au total, hein, sur les 3 cas d'usage, il y a à peu près 1000 images qui ont été annotées, qui ont été labellisées ici dans ce cas-là. Hein, sachant qu'effectivement, suivant les cas d'usage, il y en a qui sont plus simples que d'autres. Imaginez que pour le plateau avec les vis, il faut détourer, hein, donc manuellement, hein, chacune des vis. On voit qu'il y en a pas mal là. Et pour le plus simple, je dirais c'est certainement pour la RJ45. Encore faut-il quand même bien voir que si la fiche est bien enclenchée ou pas. Et pour la caméra optique, la difficulté c'est de bien voir si l'inclinaison est bonne ou pas. Hein. Donc tout ça, effectivement, pour revenir sur ce que disait Charles tout à l'heure, il faut quand même bien comprendre le cas d'usage en question, hein, pour pouvoir faire les annotations, bien sûr. Hein. Donc ça ne demande pas on va dire, d'être qualifié particulièrement, mais en tout cas, il faut au moins bien comprendre, bien savoir sur quel type de problématique on travaille. Charles, si tu voulais conclure. Oui, alors je n'ai pas spécialement de conclusion. L'idée, c'était juste de faire aujourd'hui une présentation qui a représenté la solution Maximo de maintenance prédictive et puis de voir en fait aussi comment en fait, un grand groupe comme IBM, c'est pas forcément donné à tous, arrive en fait à prendre en considération mais les appliquer au quotidien, les soucis d'éthique et de mission sociale dans le développement de leurs algorithmes. Et c'est ce pourquoi, comme j'expliquais, on s'est rapproché il y a un peu plus de 18 mois sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Bonjour, Jean-Pierre Londal, ici Networks. Pour une question sur le use case que vous avez présenté, où se situe le modèle qui fait l'analyse de l'inspection visuelle? Vous avez sur le mobile ou c'est le lien Wi-Fi qui est en place avec Ouais. Alors effectivement, on le voit dans la démo, c'est sur un téléphone mobile, un smartphone. Et en fait, donc l'application Visual Inspection permet un déploiement soit en Edge, donc sur un récepteur spécifique, ou bien sur une appli mobile. Et elle permet aussi de fonctionner en mode complètement déconnecté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a créé le modèle sur la plateforme Visual Inspection, et ensuite on l'a téléchargé localement sur l'appli. Donc effectivement, le modèle, en l'occurrence, ou les 3 modèles, hein, parce qu'il y a 3 modèles ici, ils fonctionnent sur l'appli. Ouais. Donc on est en mode complètement déconnecté. Oui. Comment vous validez la qualité des annotations? Alors, sur les plateformes, il y a différents process de validation. On peut imaginer une première équipe qui réalise des annotations, une deuxième équipe qui vient valider. Et après, en fait, c'est une notion de consensus. Donc, s'il n'y a pas la double validation, à ce moment-là, on demande à une troisième personne d'intervenir. Ça, c'est un premier sujet de vérification de la qualité. Il y a un autre sujet de contrôle de qualité. Ça, c'est un process de contrôle de qualité qui intervient après la labellisation. Mais on peut le faire intervenir pendant le projet. C'est ce qu'on appelle les golden tasks. Les golden tasks, en fait, c'est des tâches de contrôle. On connaît déjà le résultat, on les pousse à intermédiaires variés. Donc ça peut être une tâche sur 5, une tâche sur 10. Et on connaît déjà le résultat. Donc on les permet en fait aussi de contrôler notre force de travail, vérifier qu'elle a bien compris en fait les annotations et qu'elle a bien compris les guidelines. Donc si vous poussez une tâche de contrôle sur 5, vous êtes capable de savoir rapidement une tâche sur 5, donc sur 20% des tâches, si en fait
elles ont une bonne compréhension du projet si elles annotent correctement. Et après, il y a aussi un autre système qui est la tâche d'homogénéité. Je prends une tâche, je la pousse à l'ensemble de mes contributeurs, et en fait, je vais voir l'homogénéité, donc une représentation du nuage de points, pour savoir qui a répondu quoi. Donc à partir de là, si j'ai 90% de mes contributeurs qui ont répondu la même chose, j'en déduis que la subjectivité de la tâche et aussi, si je pousse plusieurs tâches, la subjectivité du projet est relativement bas. Ça nous permet d'avancer avec confiance. A contrario, si ce n'est pas le cas, on décide en fait justement de revoir les consignes directement avec le client pour voir comment on peut réduire cette subjectivité. Et dans certains cas, on change même le projet d'annotation. Ce que tu entends, il y a des projets d'annotation qui sont beaucoup trop complexes. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste juste à vous remercier alors, et de vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de salon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Et si vous voulez passer par le stand IBM, c'est le F13. Hein. N'hésitez pas, on pourra vous fournir plus d'informations.